chers professeurs chinois, français. Je voudrais remercier la Fondation de l'Académie de médecine de m'avoir invité ici à ce forum sur l'innovation et la santé publique et l'innovation médicale. Et c'est sur ce dernier point que je vais axer mon topo, qui est assez... Si ça veut bien tourner, non qui est les méthodes et stratégies des dissections lymphatiques en gynécologie et oncologique, en axant la démonstration sur les perspectives européennes et françaises. Nous savons que l'atteinte ganglionnaire est un tournant dans l'évolution des cancers épithéliaux, puisque ça va changer le pronostic, ça va changer également la prise en charge afin d'influer positivement sur ce pronostic. Et les cancers gynécologiques ne font pas exception à cette règle. C'est pour ça que la stadification chirurgicale est importante, car comme vous le voyez ici, les meilleures méthodes d'imagerie, même les plus récentes, métaboliques, ont peut-être une bonne spécificité, mais sont malheureusement peu sensibles, notamment lorsque la maladie est de faible importance. Et c'est là que la chirurgie prend tout son intérêt, parce qu'elle va porter le diagnostic via l'anatomopathologie. Les cancers du col sont à une toute autre échelle en France par rapport à la Chine, puisqu'on compte environ 3000 nouveaux cas par an pour 1000 décès. La dissémination des cancers du col utérin s'effectue à partir de ce col vers les ganglions latéraux-pelviens, puis gagne progressivement les régions para-aortiques. Pour le chirurgien, il y a deux situations, celle des stades précoces, pour lesquels il est important d'avoir l'information ganglionnaire pelvienne, puisque ça va être le premier relais ganglionnaire. Et le risque apparaît dès les stades micro-invasifs, dès qu'apparaît en fait un envahissement ganglionnaire, un envahissement lymphatique sur la pièce de conisation. Et cet enjeu est important parce que, comme je vous l'ai dit, il va impacter sur le pronostic, mais à ce moment, il va modifier l'attitude thérapeutique, puisque dès que l'on a décelé un envahissement ganglionnaire pelvien dans une petite tumeur, on sait qu'on va pouvoir la traiter plus efficacement par une radiochimiothérapie adaptée que par une chirurgie radicale ou une chimiothérapie comme certains la proposent. Cette dissection ganglionnaire pelvienne a évidemment été transformée par l'apparition de la chirurgie mini-invasive, à commencer par la laparoscopie, qui m'a été enseignée par Denis Kerleux et Daniel Dargent, et que je continue de pratiquer, bien sûr, et qui se développe également maintenant à travers la robotique. Or, l'avantage, c'est que cette technologie mini-invasive entraîne des durées d'hospitalisation plus courtes. On peut faire ce type d'évaluation en ambulatoire. Une meilleure qualité de vie pour les patients, puisque l'érosion cicatricielle est tout à fait minime. Et surtout, et c'est très important dans les cancers du col qui sont traités par radiothérapie, elle induit moins d'adhérence et moins donc de complications radio-induites lorsqu'on applique ce traitement. Et bonne nouvelle également, les comparaisons sur les grandes séries, puisque maintenant cette technique a près de 30 ans, elle a été mise au point en 1988, il n'y a pas de différence dans les suites chirurgicales ou les suites oncologiques. Toutefois, il y a quand même une morbidité attachée à toute dissection ganglionnaire pelvienne, qu'elle soit faite par laparotomie ou laparoscopie. C'est l'apparition des lymphodèmes des membres inférieurs, et en particulier les lymphodèmes chroniques qui vont vraiment détruire la vie de ces jeunes patientes. Et pour essayer de combattre cette complication, a été mise au point une technique qui est celle du ganglion sentinelle, qui nous a été apportée par les urologues dans les années 70 avec un certain Cabanas, et qui a été adoptée par les gynécologues dans les années 90. Le principe est d'injecter à la périphérie d'une tumeur, donc en l'occurrence une tumeur cervicale, à la jonction entre tissu sain et tissu pathologique, un traceur coloré ou radioactif qui sera repris par les canaux lymphatiques pour se distribuer au premier ganglion qu'on appellera le ganglion sentinelle, puisqu'il va représenter l'état d'envahissement ou de non-envahissement du reste du bassin. L'intérêt de cette méthode est d'entraîner des dissections beaucoup moins étendues, de donner à un pathologiste beaucoup moins de ganglions, pour lequel il va pouvoir faire des examens beaucoup plus poussés, en utilisant en particulier l'immunohistochimie. Ce qu'on peut faire sur 1 ou 2 ganglions n'est pas possible, bien sûr, sur 50. Et enfin, ces dissections limitées vont pouvoir
diminuer la morbidité par rapport aux dissections complètes. Et on va essayer d'illustrer ce concept. Donc on a injecté dans le col utérin un traceur coloré fluorescent lorsqu'on l'expose à la lumière infrarouge. Sur le côté gauche, on utilise même une technique mathématique qui va coloriser de façon préférentielle en fonction de la chaleur. Et désolé, c'est très pixelisé sur cet écran, mais va permettre donc d'enlever un ganglion qu'on le reconnaît de façon très facile, aussi bien par laparoscopie sur la vidéo de gauche que par robotique sur la vidéo de droite. Désolé de cette qualité. Alors les traceurs ne sont pas tous équivalents. Le traceur le plus récent, qui est le vernadocyanine, révélé par l'infrarouge, a la même sensibilité que la combinaison de bleu et de technétium et sont meilleurs que le bleu seul. Alors les résultats de cette pratique sont maintenant connus à travers les études pionnières françaises, il faut le souligner, menées par Fabrice Lecuru et rapportées à l'ASCO et publiées dans le JCO, qui ont montré qu'une détection d'un ganglion sentinelle de chaque côté, ce qui est normal puisque l'utérus est un organe médian et on doit avoir un ganglion sentinelle de chaque côté, permet d'avoir une sensibilité de 100% de la méthode et surtout une valeur prédictive négative de 100%. C'est-à-dire que si le ganglion sentinelle est négatif, le risque d'observer un ganglion positif en dehors du sentinelle est nul. Donc la dissection est très valable. À tel point que si le ganglion sentinelle n'est pas trouvé d'un côté, il est recommandé de faire une dissection complète du côté où on ne l'a pas trouvé. Cette étude a été complétée par celle d'un autre Français, Patrice Madvet, qui a proposé, dans la suite de cette étude, l'étude randomisée comparant le ganglion sentinelle seul aux dissections pelviennes complètes, l'endpoint étant la morbidité. Et cette étude est terminée. Et elle montre que, là, en effet, la morbidité lymphatique d'une dissection du ganglion sentinelle seul est nettement inférieure à celle observée après une dissection pelvienne complète. Il y a également moins de complications neurologiques. Et il semblerait également qu'il y ait moins de récidive. Il n'y a pas plus de récidive en enlevant un ganglion sentinelle seul par rapport aux dissections complètes, mais l'étude était insuffisante en nombre. Et là, je vous rapporte une étude plus récente des Canadiens qui ont justement focalisé leurs résultats. C'est une étude rétrospective de grande cohorte de dissection bilatérale sentinelle seule versus dissection bilatérale complète. Et il n'y a pas de différence de survie entre les deux groupes. Ces résultats nous ont conduit à proposer un autre essai randomisé, mais cette fois avec une puissance suffisante, et ouvert à l'international, puisqu'il faut 950 patientes pour avoir un résultat significatif. Malheureusement, ces résultats sont connus dans 8 ans, et compte tenu des bons résultats obtenus par l'étude de cohorte, je me demande, c'est une question posée, s'il faut encore rentrer dans un nouvel essai randomisé pour montrer la même chose. Et devoir surtout attendre 8 ans les résultats pour pouvoir le passer en pratique courante. Les curages pour les cancers du col avancé ont une autre philosophie, puisque ces cancers vont bénéficier d'une radiochimiothérapie pelvienne de toute manière. La question est de savoir s'il faut étendre le champ d'irradiation à la région para-aortique ou pas, puisque cette extension du champ d'irradiation est à l'origine d'une toxicité importante de 20 à 40%, qui n'est pas rien, puisque les toxicités radiothérapiques concernent toute la vie. D'où l'idée de revenir à une stadification chirurgicale, donc pour sélectionner les indications d'extended field radiation therapy, ou éventuellement, dans le cas d'une exentération, d'exclure la chirurgie si ces ganglions étaient malades, puisque vous savez que le pronostic est alors effroyable. Je ne vais pas insister sur les résultats. Donc on fait ces interventions ganglionnaires para-aortiques également par laparoscopie et également par robotique, soit par voie extrapéritonéale, soit par voie transpéritonéale. Toutefois, leur intérêt thérapeutique, pour le moment, est encore en suspens dans l'attente des résultats des études randomisées, en particulier un essai allemand qui vient de terminer ses inclusions. Passons maintenant au cancer du corps de l'utérus, puisque c'est le cancer de l'endomètre, c'est un cancer qui est fréquent, 7000 cas en France pour 2000 décès. Donc c'est un cancer qui a un meilleur pronostic, puisque la maladie est dépistée tôt. Le cancer de l'endomètre dissémine par deux voies, l'une dans les ganglions pelviens comme le cancer du col, mais les cancers du fond utérin peuvent suivre les voies de drainage des annexes et se localiser directement
dans les ganglions para-aortiques. La question est un peu plus complexe ici de savoir s'il faut ou non enlever des ganglions dans les cancers de l'endomètre. Ils savent qu'il faut tenir compte du stade, mais également du risque de rechute qui dépend du type histologique, qui dépend du degré d'infiltration du myomètre. Et on sait maintenant par expérience que chez les patientes à très faible risque de récidive avec une tumeur très bien différenciée, il n'y a aucun intérêt à faire une investigation ganglionnaire. Donc voilà, on va dire des escalades thérapeutiques, tout au moins de stadification. Elle n'apporte rien et elle entraîne des complications. En revanche, elle garde de l'intérêt pour les tumeurs de risque intermédiaire ou de haut risque. Et ces éléments ont été pris en compte dans les recommandations européennes émises par des groupements célèbres que sont l'ESMO, l'ESTRO et l'ESGO, qui, donc, pour chaque type de risque, ont recommandé la pratique ou non de ces lymphadenectomies. Et il y a 2 points importants qu'il faut retenir de cette classification, puisque le but, c'est de savoir si les ganglions étant malades, il faut indiquer une irradiation étendue et ou une chimiothérapie. C'est que ces interventions de stadification doivent être faites. Il est recommandé de les faire chaque fois que possible par chirurgie mini-invasive, d'autant que les patientes qui sont porteuses d'un cancer de l'endomètre sont souvent plus âgées, en plus mauvais état général et obèses. Et qu'enfin, le ganglion sentinelle est dans cette localisation un peu plus expérimentale et nécessite plus d'investigations. Ces investigations sont en cours. Pour certaines, elles sont même déjà largement avancées, en particulier outre-Atlantique, puisque voici une étude publiée dans le Lancet, une grosse étude américaine, qui montre qu'avec une injection qui est parfaitement standardisée, contrôlée par des chirurgiens expérimentés qui sont allés visiter dans les sites comment font les chirurgiens pour injecter leurs produits. Ils ont montré que le taux de détection était élevé, avec là encore une valeur prédictive négative d'une exploration bilatérale bien conduite qui est très élevée. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion, et ça c'est une recommandation américaine de la SGO, de réaliser en routine pour les patientes qui ont des tumeurs de bas risque cette exploration ganglionnaire sentinelle. Et nous, en France, on va un petit peu plus loin. On va essayer de tester le ganglion sentinelle face aux recommandations européennes dans les tumeurs à risque intermédiaire, voire à risque élevé. Passons maintenant au cancer de l'ovaire. On en a déjà beaucoup parlé. Bon, comme vous l'avez déjà dit, c'est un cancer qui est de fréquence intermédiaire, mais de gravité extrême, puisqu'environ 4000 cas en France pour 3000 décès. Il y a 2 configurations qui vont impacter la chirurgie ganglionnaire. Celle des stades précoces, qui est rare, puisqu'ils sont rencontrés dans environ 25% des cas, où il y a 2 enjeux. Faut-il, dans un stade précoce, faire une chimiothérapie systématique? Et peut-on, dans des cas bien sélectionnés, préserver la fertilité des jeunes femmes porteuses de cette maladie? Et la réponse sera apportée par une stadification péritonéale, mais aussi rétropéritonéale, qui va inclure les ganglions pelviens et para-aortiques, puisque l'envahissement ganglionnaire des tumeurs de l'ovaire intéresse ces 2 niveaux. Et il ne faut pas mégoter sur la stadification, parce qu'elle est importante. On ne doit pas perdre une patiente qui a un stade précoce. Si on peut se résoudre à une certaine fatalité dans les stades avancés, on ne doit pas perdre quelqu'un qui a un stade précoce. Et donc, cette chirurgie est très importante. Le curage ganglionnaire doit être bilatéral, complet, de haut en bas, quel que soit le type histologique, avec toutefois une réserve concernant les formes mucineuses de type expansive. Et là encore, il semble que les voies mini-invasives par laparoscopie ou par robotique ont un avantage sur la laparotomie. Toutefois, la complexité du geste nécessite des équipes particulièrement entraînées pour leur réalisation. Et vaut mieux une bonne laparotomie où ce geste sera fait dans de bonnes conditions qu'une mauvaise laparoscopie où ce geste sera incomplet. Concernant maintenant les stades plus avancés, la lymphadenectomie participe de la réduction tumorale dont a discuté Richard Villet tout à l'heure dans les formes avancées. Mais là encore, si on prend en compte les résultats d'un tout dernier essai allemand qui a été rapporté cette année à l'ASCO, qui a testé justement cette lymphadenectomie systématique de haut en bas chez les patientes porteuses d'un cancer de l'ovaire avancé. Donc on teste une lymphadenectomie complète versus pas de lymphadenectomie du tout, chez des patientes qui ont a priori pas de ganglions suspects à l'imagerie ou clinique.
eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence de survie, qu'elle soit sans récidive ou globale, ce qui va probablement impacter sur nos conduites à tenir chirurgicales ultérieures. Et je terminerai rapidement sur la vulve, puisque c'est un cancer un petit peu marginal, 300 à 400 cas par an, mais qui est important quand même parce que le ganglion est un facteur pronostique important lorsque une patiente récidive dans la région inguinale, puisque c'est la zone de drainage de la vulve, elle est quasiment morte à tout coup, alors qu'une récidive vulvaire peut se rattraper. Donc la chirurgie ganglionnaire est indiquée dans les guidelines dès que la tumeur est invasive de plus de 1 mm. Toutefois, ces curages ganglionnaires proximaux de la cuisse sont grevés d'une morbidité importante, environ 30 à 40% de lâchage de cicatrices, et également de lymphodème du membre inférieur, beaucoup plus important encore qu'après une lymphadenectomie pelvienne. C'est dire si le ganglion sentinelle, dans cette localisation, a pris toute son importance. Il est pratiqué chez les patientes qui ont une tumeur qui n'est pas trop grosse, pour lequel il n'y a pas de ganglion palpable dans le creux inguinal. Et là encore, les études de cohorte, puisqu'on ne peut pas faire d'études randomisées sur la vulve, puisque l'incidence est trop faible malheureusement, mais les grandes études de cohorte ont montré que cette politique de ganglion sentinelle seul, non suivi de traitement s'il est négatif, et suivi d'un curage complet et d'une radiothérapie s'il est positif, a réduit considérablement la morbidité de ce type de curage sans augmenter le risque de récidive ganglionnaire. Aussi, la dissection du ganglion sentinelle chez une patiente avec une tumeur précoce sans ganglion cliniquement palpable est devenue une routine. Et il semble d'ailleurs qu'il n'y a pas de différence en survie pour les patientes qui ont été observées plus de 5 ans. Au-delà maintenant des techniques de ganglion sentinelle, et ça sera ma dernière diapositive, je voudrais insister sur des nouvelles méthodes de diagnostic intraopératoire, parce que c'est bien joli de confier 3 ganglions en allapate, mais s'il faut attendre l'immunohistochimie avant de réopérer une patiente, c'est un petit peu dommage. Et donc on rate un petit peu cette information précoce. Et donc des méthodes sont utilisées, comme par exemple la technique dite OSNA, qui est utilisée dans le cancer du sein, qui est une amplification, qui est une RT-PCR quantitative, donc qui va tester le nombre de copies de la cytokératine 19 et qui a une valeur pronostique. Ça a été testé dans le cancer du col et dans l'endomètre, mais la sensibilité est variable et il y a un fort taux de faux positifs, ce qui fait que pour le moment, cette attitude est confidentielle. D'autres développements sont actuellement en cours, c'est les bistouris intelligents. Et il y a une équipe de Lausanne, la Polytechnique Lausanne, qui développe un bistouri basé sur l'imagerie PET. En fait, le patient est soumis à un PET scanner et la collimation du détecteur péropératoire est calibrée pour retrouver le rayonnement gamma résiduel de la captation. Mais comme pour le TEP, ça dépend de la quantité de tumeurs présentes dans le ganglion. Nous nous intéressons plutôt à une autre technologie qui est la protéomique en temps réel. J'espère que le petit film va marcher. Le principe est donc, vous voyez, de déposer le ganglion sentinelle sur une coupe sur la platine, d'y appliquer un laser qui va vaporiser le contenu. Et le contenu de ces fumées va être analysé en temps réel au spectromètre de masse et qui va donner, vous voyez, des spectres de spectrométrie différents suivant qu'on s'adresse à un tissu normal ou un tissu tumoral. Et on sait que le tissu est tumoral puisque une banque de signatures protéomiques tumorales est en cours d'élaboration. Bien sûr, ces résultats sont encore précoces, mais c'est une voie de recherche qui paraît intéressante. Voilà, j'ai terminé. Ça pour dire que la dissection ganglionnaire a encore une large part dans la prise en charge chirurgicale des carcinomes gynécologiques. Il faut favoriser l'utilisation de la laparoscopie et de la robotique. Et si nous pouvons collaborer dans la formation et de l'apprentissage commun de ces techniques laparoscopiques ou robotiques, ça sera avec beaucoup de plaisir, car ils réduisent la morbidité, car ils réduisent les coûts en diminuant les durées d'hospitalisation, et qu'on se dirige de plus en plus vers les technologies type ganglion sentinelle, du fait de leur meilleure tolérance en termes de séquelles. Et il faut bien sûr attendre un follow-up plus long, puisque ce que l'on détecte est infiniment petit et qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut en faire. Voilà, je vous remercie en tout cas beaucoup de votre attention.